Marie Petit, je suis responsable de l'expérience utilisateur chez Crédit Agricole Technologies et Services. Je veux dire CATS, ça ira plus vite. CATS, globalement, c'est le groupement informatique au service des caisses régionales du Crédit Agricole. Donc, on construit, on fabrique tous les produits digitaux qui sont servis ensuite par les caisses régionales aux clients du Crédit Agricole. Donc moi, je m'occupe de l'activité, enfin j'ai créé l'activité de design d'expérience utilisateur, design d'interface utilisateur chez CATS. C'est une activité qui n'existait pas, qui n'était pas présente en interne. Pour faire du digital et de l'informatique, c'était dommage. En tout cas, il y avait tout un tas d'agences qui travaillaient avec CATS, mais pas de compétences en interne. Donc je crée ça depuis 8 mois maintenant. Au sein de la direction digitale. Donc, c'est sous la forme d'un chapitre. Vous connaissez peut-être ces organisations qui existent notamment aux Pays-Bas chez ING. Mais donc, ce chapitre UX, il a 4 missions principales. Une mission qui est de transmettre à toutes les équipes CATS une vision de l'expérience utilisateur, celle qu'on veut proposer à nos clients Crédit Agricole et qui marque une différence avec l'expérience utilisateur qui peut avoir lieu à la BNP ou à la Société Générale. Donc il y a cette vision de l'expérience utilisateur qu'on cherche à exprimer à travers tous les travaux, les activités qu'on mène. Il y a une mission autour de la capitalisation de la connaissance des usages et des utilisateurs. Je crois que je suis censée dérouler les slides en fait et pas tout vous commenter sur ce slide-là. Bon, donc du coup là vous avez les 4 missions et je les détaille, mais je suis allée vite. Ça c'était le slide sur la vision cible autour de l'expérience utilisateur Crédit Agricole. La connaissance des usages et des utilisateurs consolidés. L'idée c'est de dire aussi on mène énormément d'études en recherche utilisateur, de tests utilisateurs. Toute cette connaissance, il faut qu'on l'agrège, qu'on la consolide, qu'elle soit réutilisée d'un produit à l'autre, d'une équipe à l'autre, d'une entité à l'autre. Donc ça, c'est la deuxième mission. La troisième mission, ça va être d'industrialiser la pratique du design d'expérience utilisateur et des tests utilisateurs avec des méthodologies, des templates, des bonnes pratiques, tout ça éprouvé, testé sur les projets, et en construisant aussi un ensemble de ressources graphiques, ergonomiques, et ça passe notamment par la création d'un design system, design dev, voilà, qui est en cours de construction et qui commence à être mis en œuvre dans quelques projets. Et puis la quatrième mission, c'est l'évaluation de l'expérience utilisateur, bien entendu. Donc on a pour mission de mesurer, évaluer régulièrement, en continu, aussi bien dans la fabrication des produits digitaux que lorsqu'ils sont lancés sur le marché, d'évaluer leur qualité, leur efficacité, aussi bien avec des approches qualitatives, des audits, des entretiens, des tests, que des approches quantitatives, avec des analytics, avec des enquêtes plus larges, et en suivant quelques indicateurs précis autour de la satisfaction et de la recommandation. Ah non, là du coup, par contre, je vais trop vite. Voilà, je pense que c'était ça l'introduction sur le chapitre X. Alors, justement, tu as parlé de mesurer, de la mesure de la qualité de l'expérience utilisateur et très vite, puisque c'était quasiment même avant que tu prennes ce nouveau poste, on s'est parlé des sujets d'enrôlement ensemble, ce qui a amené à la fois à réaliser une étude ensemble et depuis plusieurs d'ailleurs, finalement à ce témoignage. Donc sur ce sujet de l'enrôlement, on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Pourquoi tu as voulu conduire cette étude alors même que tu n'étais pas arrivé chez Crédit Agricole? Alors au-delà du fait que je crois que l'étude avait déjà été partiellement lancée par quelqu'un d'autre, non, donc déjà peut-être dire que là on m'entend bien, ça marche bien, oui. Peut-être dire que l'étude, donc déjà l'étude, c'est de comparer les approches formulaires avec des approches conversationnelles sur des parcours d'ouverture de compte. Alors deux choses, il y a ouverture de compte parce que il fallait qu'on se concentre sur un cas d'usage précis, on ne pouvait pas tout observer sur la tendance, les tendances formulaires par rapport à conversationnel. Et puis, formulaire par rapport à conversationnel, parce qu'il y a cette mode du conversationnel, parce qu'on
on en entend parler à toutes les sauces, parce qu'on ne fait pas un design sprint sans qu'à la fin, il y ait un concept qui repose sur des conversationnels, parce qu'il n'y a pas une avant-vente qui se fait sans qu'il y ait une reco qui soit un truc conversationnel, voire un chatbot derrière. Alors, on ne sait jamais bien comment il marche, mais en tout cas, faire du conversationnel. Et cette tendance, elle existait. Moi, je l'entendais même. Enfin, on avait des demandes sur et pourquoi on le ferait pas en conversationnel? C'est plus ludique, c'est plus chaleureux. Oui, enfin, sauf qu'en fait, on n'en sait rien et je suis pas sûre que ce soit forcément tout ce qu'on dit plus chaleureux, plus ludique. Donc, on voulait y voir plus clair sur ce mythe justement du conversationnel. Voilà, moi, j'avais un projet qui démarrait justement avec cette approche-là. Et on le verra, on a réorienté aussi les partis pris en termes d'UX dans ce projet suite aux résultats de l'étude. Donc c'était ça le point de départ, c'était de sortir juste de la tendance, de la mode du conversationnel et d'avoir des arguments plus objectifs par rapport à cette approche. Donc une démarche de prise de recul. Et justement, un des premiers éléments dont on s'est parlé ensemble, enfin dont tu m'as parlé en l'occurrence quand on a préparé ce petit déjeuner, c'était de définir les choses finalement, puisque tu as commencé à y faire allusion, mais quand tu as dit voilà, conversationnel, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est juste une approche entre guillemets algorithmée? Est-ce que c'est un chatbot? Ce chatbot, comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que c'est un arbre de décision? Est-ce que c'est une IA? Voilà. Donc il y avait tout un sujet. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les définitions en fait. Oui, parce que finalement, donc, déjà, on avait besoin de border le périmètre de l'étude, d'être clair sur... on ne pouvait pas tout observer. Et dans la définition de ce périmètre, il fallait qu'on soit clair sur ce qu'on voulait observer. Il y avait d'un côté les formulaires, ça, je ne pense pas trop de débat, de questions sur ce qu'on mettait derrière de l'ouverture de compte avec des formulaires. Sur le conversationnel, ce qu'on voulait regarder, c'était... l'aspect, la mise en forme conversation, que ce soit du conversationnel qui finalement n'est qu'une une mise en forme, un look and feel positionné par-dessus finalement des formulaires, que ce soit du conversationnel avec un chat humain. On a des cas aussi où on a un conseiller qui intervient derrière le chat, que ce soit pourquoi pas du chatbot. Après, il s'est trouvé que finalement, quand on a sélectionné les acteurs qu'on voulait étudier, on n'a pas trouvé tant que ça de processus d'ouverture de compte en ligne qui se faisait avec un vrai chatbot. Donc finalement, on n'a pas de chatbot en tant que tel, mais on a du chat avec un conseiller, on a des formulaires qui prennent un aspect conversationnel avec des bulles qui apparaissent, des messages en train de s'écrire. Voilà. Donc on a surtout voulu étudier la perception des utilisateurs par rapport à cet aspect, à ce rendu et à ce flow conversationnel sur un formulaire d'ouverture de compte. Et je voulais aussi préciser un point sur le périmètre. Oui, qui était que du coup, on a fait l'étude aussi sur des parcours desktop. Pareil, on ne pouvait pas tout mélanger entre desktop et smartphone. Donc là, on va le voir, on a étudié 4 acteurs, leur parcours d'ouverture de compte sur desktop. Après, j'aurais envie de faire la même étude maintenant sur smartphone pour voir si les comportements et les perceptions sont différents. Et du coup, tu as commencé à parler de la méthodologie, justement. Tu veux en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc, ce qui nous intéressait là, c'est... Et c'est d'accord hein, pour l'étude sur mobile, voilà. On est disponible. Pour 2019, on a une belle roadmap pour 2019. Donc, la méthodo sur cette étude, donc déjà, on voulait être dans une démarche qualitative. On voulait comprendre les perceptions, les réactions, comprendre le pourquoi dans ces usages formulaires versus conversationnels. Donc ensuite, on a sélectionné un échantillon de 60 personnes réparties en 4 groupes de 15. 4 groupes de 15 puisqu'on voulait étudier 4 acteurs du marché bancaire, donc Boursorama, Orange Bank, Crédit Mutuel de Bretagne et ECO, l'offre d'entrée de gamme du Crédit Agricole. Donc on avait ces 4 acteurs et on a 4 groupes de 15 personnes puisque chaque groupe testait deux des services. Donc on a eu 15 premières personnes qui ont testé
je sais pas, Orange puis Eco. 15 qui ont testé Eco puis Boursorama. Enfin, à chaque fois, ils en testaient 2 et pas plus, parce qu'on estimait qu'au-delà, on allait les perdre, ça allait être trop compliqué. Voilà, ce qui fait que on a des retours et de la comparaison à chaque fois 2 à 2 entre les 4 acteurs observés. Voilà, on estime aussi qu'avec un échantillon de 60 personnes, on avait une étude qualitative assez solide. Quoi d'autre sur la démarche? Donc, on a testé des parcours d'ouverture de compte en les emmenant le plus loin possible jusqu'à ce qu'ils soient vraiment au pied du... Bah, ça y est, je crée le compte. Donc, puisqu'on l'a fait sur les services en production, avec les données réelles des utilisateurs, en production à distance. Donc, c'est des liens, un protocole qui ont été envoyés aux utilisateurs qui avaient accès à la plateforme Fairpection pour noter leur retour. Donc, c'est un test à distance qui a été conduit, je pense, sur une période, je ne sais plus exactement, je vais dire une semaine. En tout cas, c'était assez rapide d'avoir ces retours. C'est toujours l'intérêt des tests à distance de récolter très vite, en simultané, énormément de feedback. Voilà, donc une semaine, 60 personnes, 4 parcours, mais 2 à 2, ouverture de compte. J'ai tout dit sur l'aspect méthodologique, où vous me poserez des questions s'il y a des choses à préciser sur la méthodo. Oui, parce que je peux, moi, rajouter, c'est que c'était effectivement relativement sophistiqué, puisqu'on se trouve dans un comparatif de type ABCD. Donc, comme vous l'imaginez, il y a beaucoup de combinatoires à faire, même si c'est, entre guillemets, qu'un quali. Mais donc il y a eu beaucoup d'attention effectivement sur les constructions d'échantillons. Et juste peut-être avant qu'on passe aux enseignements, donc pour se faire un peu poil à gratter, donc bon, tu l'as dit, tu voulais lutter contre la mode, mais en même temps on se pose quand même tous des questions sur les chatbots. Du coup, pourquoi on n'a pas testé un chatbot dans le lot? Finalement, on n'en a pas trouvé tant que ça sur le périmètre qu'on s'était donné, qui était l'ouverture de compte. Je pense qu'on prendrait d'autres cas d'usage et peut-être même dans d'autres secteurs. Je pense à la réservation dans le voyage, billets de train, billets d'avion. On trouverait peut-être plus facilement finalement des chatbots. En plus, on s'est mis la contrainte on est sur desktop. On n'en a pas trouvé tant que ça. Donc on est plutôt resté sur des aspects, des chats, mais qui étaient humains, ou des look and feel conversationnels. Et j'ai peut-être pas dit non plus tout à l'heure, mais ça nous intéressait aussi de voir parfois la dimension langage naturel. On voit avec Orange Bank, par exemple, qui a une formulation, je ne sais pas si vous avez en tête le parcours, mais qui est avec des phrases à compléter, des mots qui manquent, et c'est ça qui remplace les champs de saisie. Donc on regardait aussi cet aspect langage naturel. Voilà. Après, je pense qu'il faudrait, ça mériterait d'autres explorations, l'aspect de chatbot, mais je le ferai dans ce cas sur d'autres cas d'usage. Ouais. De façon spécifique, est-ce que tu dis finalement, c'est que derrière le chatbot, il y a aussi des composantes qu'on a été retrouvées avec des simulations de chaleur humaine, des choses comme ça. Oui. Donc passons peut-être aux enseignements justement. Donc quels sont les principaux enseignements pour toi déjà de l'étude? Donc pour moi, les principaux enseignements, c'est que finalement les formulaires, avec des formulaires, on est face à quelque chose qui est très mature. On a des retours d'expérience, on a des bonnes pratiques, on sait faire et on sait bien faire avec les formulaires. Donc c'est ce que montre l'étude, c'est que finalement on a un maximum d'efficacité avec des formulaires qui sont bien pensés, qui sont bien réalisés. Et il est plus difficile d'obtenir cette qualité dans les parcours et cette qualité d'exécution, de fluidité dans le parcours. C'est pour vous faire rêver et voyager en même temps. C'est plus difficile à obtenir avec un flow conversationnel. Donc, voilà, moi c'est ce que j'ai retenu principalement. Finalement, le formulaire, c'est plus facile à maîtriser. Le conversationnel, c'est très intéressant, c'est porteur de plein d'opportunités. Et je pense qu'il y a des choses à creuser.
mais dans ce qu'on a étudié, on a vu peu de choses très bien réalisées. Finalement, le conversationnel, c'est moins mature, on a moins de retours d'expérience. Ça implique aussi tout un tas de difficultés ou de complexités. Enfin, je vous donne des exemples, mais le conversationnel, comment on gère des retours en arrière, comment je reviens à l'étape d'avant alors que je suis dans ce flot continu. Où est-ce que j'en suis dans mon parcours? C'est plus difficile de marquer les étapes et de savoir combien de temps ça va me prendre en conversationnel. Et du coup, alors qu'on est en particulier dans un parcours d'ouverture de compte qui est un parcours qui inquiète, qui est un moment un peu stressant, on a besoin d'amener de la réassurance, on pourrait croire que le conversationnel est une super opportunité, et je reste persuadée qu'il y a des choses à creuser pour travailler justement sur la relation et la réassurance dans des parcours d'ouverture de compte, mais c'est rarement bien réalisé. Et c'est sans doute rarement bien réalisé parce que c'est des types d'interfaces qui sont relativement nouveaux. On n'a pas tous les codes. Donc voilà, c'était ça le principal enseignement. Le conversationnel n'est pas à jeter, certainement pas. En revanche, moi, sur un parcours d'entrée en relation, sur une cible assez large, ce que je travaille en ce moment, c'est sur une cible plutôt grand public, j'aurais pas pris le risque de faire un conversationnel plus ou moins efficace, qui fait réagir plus ou moins fort, versus du formulaire qu'on peut maîtriser. Enfin, on est un peu plus maître de la conversion qu'on va aller chercher, le déroulé du parcours. Voilà, je pense que c'était ça le principal enseignement. Oui, moi ce que j'entends, c'est sur un sujet qui est stratégique comme l'enrôlement ou le sign-up, l'inscription, comme on voudra l'appeler selon les secteurs, c'est quand même, à un moment, il faut quand même se donner les moyens d'être efficace. Et les sujets d'expérimentation type conversationnel, type chatbot, effectivement, sont pas encore aujourd'hui suffisamment matures pour risquer de les mettre à tout va sur ton navire principal. Alors, mais du coup, peut-être on va donc on a un déroulé comme vous l'aurez deviné, mais je te propose de passer d'une question parce qu'on a couvert la question suivante quelque part. Moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est de se dire peut-être que le conversationnel est le vecteur de business de demain, et donc ça c'est dommage de le rater. Comment tu juges l'aspect plus business ou conversion justement de ce qui a été fait alors, au travers de cette étude Cali ou au travers d'autres indicateurs? Effectivement, donc, je ne sais pas dire si le conversationnel est vecteur de business. En tout cas, nous, dans ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y avait des perceptions très différentes. Et notamment, même si la préoccupation quand on dit l'indicateur business sur l'ouverture de compte, globalement, on suit des taux de conversion, de l'engagement dans le parcours, des taux d'abandon. Donc ce qu'on n'a pas regardé là en Cali. Mais en tout cas, je pense qu'on peut trouver ça plus facilement avec des formulaires et des étapes bien pensées qui s'enchaînent bien qu'en conversationnel. Et surtout, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'on voit à quel point l'aspect combien de temps est-ce que ça prend, est-ce que ce parcours est long, est-ce qu'il est compliqué ou pas, c'est très subjectif. On a des retours parfois complètement différents sur la longueur d'un parcours, puisque donc on a toujours en tête on veut faire le parcours le plus court, le moins de clics, le moins d'étapes. Ben moi, je suis pas sûre que c'est forcément le plus court, moins de clics. Alors oui, on a tous en tête Amazon, une page en plus ou un bouton en plus, c'est tant de milliards de chiffre d'affaires qui s'en va. Mais là, on a vu surtout que des parcours qui parfois pouvaient être plus longs, mais mieux pensés, où je comprends le sens de chaque donnée que je suis en train de saisir, je comprends ce que je suis en train de faire et où est-ce que on est en train de m'emmener, ça peut être plus efficace que c'était super rapide, mais j'ai pas tout compris au truc. Voilà, donc c'est des parcours, encore une fois, sur l'ouverture de compte, où on peut s'autoriser, je pense, à prendre du temps, où on n'est pas en tout cas à réduire au maximum le nombre d'étapes. Mais par contre, chaque chose qu'on demande doit avoir du sens pour l'utilisateur. Ça, on le voit beaucoup dans les
les commentaires de la plateforme, ce pourquoi vous me demandez ça. Si les gens ne comprennent pas pourquoi une information est demandée, ça fait du brouillage, ça déstabilise. Alors que, à contrario, on a des exemples où il y a des informations qui sont demandées et qui sont judicieusement réutilisées dans la suite du parcours pour personnaliser justement ce parcours, personnaliser l'offre qui m'est demandée. Ça, les utilisateurs le notent, ils sont sensibles à cette personnalisation et cette contextualisation, et là, ça passe sans problème. Donc, on peut avoir... d'ailleurs, c'est étonnant parce que globalement, les informations quand même qui sont demandées d'un parcours à l'autre, c'est relativement similaire. De toute façon, c'est en grande partie réglementaire. Mais du coup, il y a des perceptions très différentes qui sont « je ne comprends pas du tout pourquoi vous me demandez ça ». Alors que dans d'autres cas, bah oui, je comprends parce que l'offre est un peu différente, ou simplement parce que vous m'avez expliqué pourquoi vous me demandez si je suis un contribuable américain. Il y a plein de questions sur ça, ils ne comprennent pas pourquoi. Voilà. Donc, finalement, moi, je trouve pas qu'il y ait d'intérêt, pas beaucoup d'intérêt à suivre ou à se donner pour objectif de je veux un parcours le plus court possible, je veux le moins d'étapes. Non, je veux surtout un parcours qui guide, qui rassure et qui laisse pas de place aux doutes, aux incertitudes, à pourquoi on me demande ça, et qui là est plus déstabilisant. Merci. Merci Beaucoup Marie.